coucou tout le monde, oui ça marche. Et coucou tout le monde, c'est Ulora, bienvenue dans ce 11e épisode des Chroniques BD, là où je vais parler des bandes dessinées que j'ai pu lire ce mois-ci, et faut même reconnaître, ce mois-ci, il y en a eu pas mal. Donc c'était un gros mois de lecture, c'était un peu comme prévu, mais en même temps ça fait 2 mois que je prévois qu'il y a un gros mois, et qui est pas vraiment arrivé. Il est là, le mois de décembre ça risque d'être encore aussi un très gros mois, puisqu'on peut voir pile derrière de choses que je n'ai plus ce mois-ci. Donc bah on va s'amuser bien, on va bien s'amuser aujourd'hui, et puis on va lancer tout de suite, sinon on va finir à pas d'heure. Et je sais qu'il y a du monde qui m'attend derrière moi à 21 h, donc bon on va pas y passer 3 heures, rassurez-vous. Qu'est-ce que c'est tout bon. Voilà. Et coucou Armantis, j'espère que tout va bien de ton côté. Donc lançons tout de suite. Allez hop, c'est parti. Pas de temps à perdre. On a quand même je pense pour 1 h 30. Hop. Et on commence. Ah, non, on commence pas tout de suite. On commence maintenant avec un diptyque. Enfin, non, l'histoire n'est pas finie, mais en tout cas, j'ai lu les deux. Ce sont les âges perdus et coucou chef Maxime, les Bédévores, exactement, ouais. On lit beaucoup. Beaucoup trop ce mois-ci d'ailleurs. Donc, les âges perdus. Donc, tome 1, tome 2, ou l'inverse, tome 1 et puis tome 2. De toute façon, vous voyez l'image à votre droite. Donc, les âges perdus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, nous sommes déjà, c'est de la fantaisie. Nous sommes donc 1000 ans après que le soleil ait disparu. Voilà, il y a eu une catastrophe, des météorites qui sont arrivés sur la Terre, puisque ça se passe sur Terre en l'an 1000 à ce moment-là. Il y a des météorites qui sont arrivés, du coup pendant le 1000 ans, le soleil était caché, la nature s'est transformée, le soleil est revenu 1000 ans plus tard, et maintenant on va découvrir justement ce monde où les gens vivent par clans, tournent un petit peu, donc on va apprendre à découvrir ce monde, et une personne... Voilà. Ouais, j'ai fait une description qui est formidable, je peux quand même reconnaître, dommage, j'avais des notes, je les suis pas. J'ai voulu improviser, c'était raté. Donc ouais, on va suivre les différents clans, de voir comment... Enfin, on suit un clan, ce qui va nous permettre de savoir comment vivent ces clans justement dans ce nouveau monde. Et il va y avoir tout un mystère aussi pour retrouver le savoir un petit peu qui a été perdu depuis 1000 ans, puisque les gens, en l'an 1000, c'était le Moyen-Âge, il y avait quand même eu des découvertes qui ont disparu 1000 ans plus tard, mais il reste quelques traces. Donc c'est ça qu'on va un peu suivre. Parlons un peu des gens qui ont fait cette bande dessinée. Donc on a Jérôme Lery en scénariste. Donc c'est un scénariste qui se prédestinait plus à faire du cinéma, le 7e art, plutôt que le 9e, puisque il a fait des études en cinéma, et son premier film, il avait fait un film qui s'appelait Requiem pour une tueuse, que je n'ai pas vu. Et ensuite, les projets suivants qu'il a pu avoir, c'était plus orienté bande dessinée. Donc oui, il a écrit l'histoire d'Horacio d'Alba, quelque chose qui se situe aussi pareil un peu au Moyen-Âge, je crois, un Moyen-Âge un peu fantastique. Peut-être plutôt Renaissance que Moyen-Âge, je me souviens plus. J'avais lu du jour le premier, il y a longtemps. Il a écrit aussi Malicorne ou Le Serpent Dieu, que je n'ai pas lu. Ensuite, on a le dessinateur, c'est Didier Poli. Donc Didier Poli, il a beaucoup travaillé au design sur la collection des mythes de Luc Ferry. Il a fait les designs, hein, une petite de couverture, je crois. Et sinon, il a aussi participé aux adaptations en livre, enfin en bande dessinée d'Elric et de Hawkmoon. Et c'était d'ailleurs avec Jérôme Lery pour Hawkmoon. Déjà, ils ont travaillé ensemble à ce moment-là. Quelques images. Ma souris, elle est où? Elle est là. Hop, on revient ici. Paf, paf. Voilà. Quelques images donc piochées dans le tome 1 et dans le tome 2. C'était quand même plutôt une bonne BD. Là, on commence pas mal ce numéro. Puisque voilà, on a un monde à découvrir. On peut oublier ce que c'était. Il y a des dangers qui sont mis présents. La faune et la flore. Surtout la faune, disons que c'est elle qui a repris ses droits sur la nature. Et puis il y a un appel à l'aventure qui se crée aussi au sein des personnages. On a vraiment tout dans le cheminement du héros, hein. On a souvent l'occasion, on a régulièrement dans toutes les histoires. J'avais lu le premier tome en fait il y a très longtemps, quand il venait de sortir, ou même un petit peu avant, après publication. J'avais beaucoup apprécié, je me suis dit, toi, je reviendrai vers toi quand le tome 2 sortira. Le tome 2 est sorti depuis un petit moment, mais les voici, j'ai enfin pu les lire.
Et je dois reconnaître que le tome 1 m'a toujours bien plu, et le tome 2, qui présente justement une nouvelle facette un peu du monde, c'est vraiment la suite, mais on continue de découvrir en même temps que l'héroïne, puisque le personnage principal c'est une femme, on voit d'ailleurs en couverture. Moi en couverture de celui-là, honnête, enfin, elle doit être quelque part. Ça doit être un des deux personnages, mais je ne sais pas lequel, je ne sais plus lequel. C'est lui il y a longtemps celui-là maintenant, il y a un mois. J'ai acheté dans le début du mois, c'est pour ça. Euh, donc non, c'est ça que j'ai bien aimé. Maintenant, un petit mais quand même, hein, c'est très bien à suivre, mais autant ce qui pousse l'héroïne à partir à l'aventure dans le tome 1, dans le tome 2, enfin je vais pas trop rentrer dans le détail pour pas trop spoiler, je comprends. Mais à un certain point, je ne sais pas pourquoi elle finalement l'aventure, je sais même, enfin elle sait, on connaît l'objet de sa quête, mais je ne comprends plus le pourquoi de sa quête. Pour moi, il n'y a plus de raison, il y a plus de raison de lui faire ce qu'elle fait. Mais bon, voilà, c'est petit bémol, mais derrière, franchement, c'est vraiment bien les dessins. Bon, bah, la patte graphique, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc ça y fait aussi. Et puis bon, bah voilà, toute cette aventure. En plus, on a un personnage féminin fort, avec des failles. Hein, c'est pas juste Marisou hein, qui défonce tout. Non, non, elle défonce pas tout d'ailleurs. C'est plutôt des fois c'est un peu le contraire. Donc bah voilà, il nous reste quand même toujours la découverte, la tension quand même dans la survie en milieu hostile, qui me fait penser à du Nullbug, mais on y reviendra plus tard sur Nullbug. Et voilà, puis là, toute cette tension justement dans du milieu qui nous fait rentrer bien dans l'histoire. Donc voilà, l'étape perdue, faut pas hésiter à lire, c'est vraiment, vraiment bien comme livre. C'est parti, fini pour ça, tu prêtes derrière, tu prêtes derrière, là, et on passe à la suite. Hop. Un autre registre avec Civil War. Du Marvel, hein. C'est dans la collection une collection récente qui s'appelle je sais même plus c'est les Rangs de Saga, voilà, c'est dans les Rangs de Saga, donc ça c'est sorti courant 2-3 mois. Le mois dernier j'avais parlé de l'arme X, donc là avec Wolverine, là on parle de Civil War. Donc Civil War, de quoi ça nous parle? Oubliez le film, déjà, c'est mieux. C'est mieux. Donc, on a des jeunes super-héros qui ont causé une catastrophe. Ils ont voulu intervenir sur des super-vilains, et au final, il y a une énorme explosion. Tuer des gens. Bien. Du coup, la population n'est pas super contente des super-héros. Ils voudraient les super-héros, cassez-vous, rentrez chez vous. Euh, donc, Tony Stark, il a une proposition, plutôt que d'arrêter d'être des super-héros, il leur dit plutôt, bon, ok, on va rentrer dans le gouvernement, on va plutôt être sous contrôle du gouvernement, on va révéler nos identités secrètes, et pour ça, on va pouvoir continuer à faire notre boulot. Le problème, c'est que donc ça c'est Tony Stark, mais d'autres super-héros sont pas d'accord avec ce truc. Ils disent, mais attends, si je révèle mon identité secrète, je vais avoir des méchants qui vont s'en prendre à ma famille, à moi aussi quand je suis pas un super-héros. Enfin, donc ils sont pas d'accord avec ce postulat de départ, et donc du coup, baston entre les pros Tony Stark et les pros Captain America, puisque globalement, c'est les deux qui s'affrontent. Derrière cette idée, on a le brillant Mark Millar. Mark Millar, c'est lui qui est à l'origine déjà de Civil War. C'est impossible de citer vraiment tous ses titres, hein. Donc, dans les principaux, il a scénarisé Ultimate Spider-Man, l'univers Ultimate chez Marvel, c'était un reboot dans les années 2000, vraiment tout leur univers. Donc, pour Spider-Man, il l'a fait retourner au lycée, et enfin il a modifié, se rebasant sur son histoire, mais il a pas mal modifié de choses, et tout l'univers Ultimate est basé là-dessus. Aujourd'hui, je sais même pas si on suit cet univers Ultimate ou non. En tout cas, pour Civil War, c'est le cas. C'était la continuité. Sinon, en travaux indés, on a Kick-Ass, Jupiter's Legacy, c'est vraiment très bien ça aussi, sur la base de super-héros et sur l'héritage que laissent les super-héros. Kingsman, j'ai vu les films. Voilà, et depuis ces dernières années, Mark Millar, c'est surtout des produits d'appel pour faire des séries télé. Puisqu'il a signé, Mark Millar a signé un contrat avec Netflix qui a l'exclusivité des adaptations des séries qui sortent. Il a fait Prodigy, Magic Order. Je crois qu'il y a des tomes 1 et 2 maintenant qui sont faits ou qui sont prévus de Magic Order et Prodigy. Mais c'était à la base vraiment juste, allez, tenez, est-ce que Netflix, si ça vous intéresse, voilà un pitch de départ avec une BD. Je suis pas trop fan du procédé, mais bon,
c'est Mark Millar, hein, c'est aussi, il cherche aussi à vivre ce monsieur. Et faire vivre des gens aussi en même temps, comme Steve McNiven. Steve McNiven, du coup, le dessinateur, bah, il a passé vraiment une grosse partie de sa carrière chez Marvel. Il a travaillé sur les 4 Fantastiques, Wolverine aussi, les Gardiens de la Galaxie, et oui, sur Wolverine, il a fait Old Man Logan, qui est très bien, que je recommande, et aussi la bande dessinée La mort de Wolverine, que je n'ai pas lu. Hop, on va vous montrer quelques images, comme d'habitude. Et bien c'est quand même une chose curieuse, Civil War. Alors, pourquoi curieux? C'est surtout parce que déjà, c'est ce qu'on avait envie de voir. Des super-héros qui se tapent dessus, ça c'est un truc, c'est un kiff. Comme le Hulk qui défonce le Marvel-verse dans World War Hulk. Voilà, c'est juste jouissif, on redescend en enfance, dans l'adolescence, hein, voilà, on kiffe. Donc c'est un truc qu'on voulait voir. Et ça fonctionne bien. Mais pourquoi aussi curieux, c'est dans la publication, enfin, c'est surtout dans la publication aux États-Unis. Euh, les chapitres, donc c'était un event qui touchait toutes les séries Marvel, et donc les chapitres de Civil War, je crois qu'il y en a 5 ou 6, étaient publiés, je ne sais pas, toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais entre-temps, toutes les autres séries, bah, les Spider-Man, les Captain America, les Iron Man par exemple, sortaient aussi régulièrement. Les X-Men aussi sortaient, parce que les X-Men ont aussi un rôle à jouer, régulièrement. Et ils étaient basés sur cet event Civil War. Donc du coup, on a les gros événements qui se passent dans cet album-là, mais dans toutes leurs séries respectives, donc Spider-Man, tout ça, X-Men, l'histoire aussi avance, plus de leur côté, donc moins des grands événements, mais ils avancent. Et donc il y a sûrement des révélations qui sont faites dans cet album-là qu'on ne retrouve pas là-dedans. Je pense notamment à la prison qui est faite pour les super. Bah, cette prison, à un moment, le nom est sort dans cet album, mais comme ça, voilà, tiens, tiens, il y a la prison, on va à tel endroit. Personne n'est surpris, tiens, t'as fait une prison et tout, voilà. Alors que je pense que ça, c'était évoqué dans un autre album. C'est pour ça que c'est assez curieux. Maintenant, on peut s'en passer, voilà, parce que c'est cité, on l'accepte, ça fait juste assez bizarre. Juste, euh, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, c'est ça. Ensuite, je ne connaissais pas, je ne connais pas du tout ce que cherchait à faire Mark Millar sur Lillois, sur cet event, hein, si, enfin, si, on kiffe, ça c'est fait, on check. Parce que, à la lecture de cet album, je me suis posé la question, quelle est l'utilité d'un super-héros? Surtout, enfin, quel est son rôle, surtout quand finalement personne veut de toi. Puis en public, elle est contre toi. Pourquoi vas-tu s'entêter à rester un super-héros, hein, parce que en plus t'es une identité secrète. Si je prends Spider-Man, il a un boulot à côté, il pourrait se concentrer que sur le boulot, il pourrait arrêter d'être Spider-Man. Mais non, les super-héros continuent, et là globalement on a un groupe qui affronte l'autre, et il n'y en a pas un qui se dit, bah non attendez, en face c'est mes potes, je vais pas leur taper dessus, surtout bon, globalement il y a les CRS comment ça s'appelle, et les manifestants, et tiens le CRS c'est un pote, d'un manifestant et les deux ils se tapent dessus, il n'y a pas de raison, c'est des potes. Mais là, ils ne se posent pas cette question-là, même on peut aller au-delà de ça. Un super-héros, bah moi j'ai pas envie de révéler mon identité secrète, je sais que je fais le bien, genre je sauve des chats dans les arbres. Hein. Ça c'est quand même quelque chose qu'on peut dire, c'est bien. Voilà, la notion de bien et de mal c'est toujours en fonction du point de vue, mais sauver un chat dans un arbre, bon, aider une vieille dame à traverser la rue, sauf si elle vient de faire un braquage, ça me semble pas trop déconnant hein, niveau bienfaisance. Mais à ce moment-là, tout le monde est contre toi. Pourquoi s'entêter finalement à le faire? C'est la question que m'a posée Civil War. Euh, voilà, il y a peut-être un côté aussi très égoïste, égocentré du super-héros. Hein. Mais en même temps, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'histoire et la chronique BD serait beaucoup plus courte puisque j'aurais quand même beaucoup moins de choses à vous raconter. Vraiment beaucoup de super-héros ici. Donc voilà pour Civil War. Hein, comme voilà, ce sont les grandes sagas. Si vous ne l'avez jamais lu, voilà, hein, c'est sorti à 7 euros. Ça peut valoir le coup, c'est une lecture vraiment sympatoche. Où on a des super-héros qui se cassent qui se tapent dessus. Après, j'aurais bien aimé savoir un peu la suite. Bah, il me conseille de la lecture hein, pour la suite. Hein, si on voulait savoir, si vous voulez aller un peu plus loin, est-ce que ça pouvait impliquer avec les super. Allez hop, je passe et on passe à un autre super-héros qui, à l'instar de Tony Stark, a une armure, c'est Ixo Manowar. Donc moi, ça c'est une version collector via récupérée via Ulule.
puisque Bliss Comics passe toujours on va dire, ils font de la pré-publication via Ulule. C'est plus pour se dire, bon bah voilà, on sait ce qu'on va pouvoir à peu près commander comme quantité. Et donc du coup, bah, pour attirer aussi les gens, ils font des couvertures collector. En édition limitée, par exemple, celle-ci fait 150 exemplaires. Donc, l'histoire. Mon doigt ne marche pas, il est trop froid. Voilà, c'est mort, il marche. Tac. Voilà, donc, on a X Manowar, qui était. C'est le tome 2, hein, sur celui-ci, j'en avais parlé du tome 1 il y a quelques temps déjà. Donc X Manowar est en mauvaise posture, hein, il a beaucoup de mal à communiquer avec son armure, mais heureusement qu'il a son allié milliardaire philanthrope qui est là pour l'aider, mais qui va peut-être se révéler qu'il n'est peut-être pas si allié que ça. Suspense. Tant j'en avais parlé la fois précédente et déjà t'étais un peu louche sur s'il était allié ou non. Donc j'ai déjà aussi parlé, quand on avait parlé du top 1, des personnes qui travaillent dessus. Donc on a Denis Hopeless, qui a bossé chez Marvel sur beaucoup de séries, il n'a pas fait de DC Comics, et sinon il a travaillé sur l'univers de la WWE, des catcheurs. Et on a Emilio Leizo, Jimto. Il a dit beaucoup celui-là parce que j'ai pris aucune note. J'en sais rien. Bon, bah j'ai pris aucune note sur Jimto, donc je ne sais pas qui c'est, je pourrais pas parler de lui. En tout cas, Emilio Leizo, il a fait beaucoup de Star Wars, dont Dr. Aphra, et puis un petit peu de Marvel. Voilà. Et puis le reboot d'X Manowar, suite à l'excellent travail de Matt Kind sur le personnage. Bon, je vais reconnaître un petit mea culpa, j'avais été très critique sur le tome 1. Un peu défoncé parce que j'étais en fait resté sur le très bon arc précédent, celui de Mankind, où ce qui se passe plus ou moins dans l'espace, beaucoup plus que moins, ça se passe sur d'autres planètes, que je l'avais trouvé excellent, j'avais adoré. Et là, ça prenait même pas du tout la suite, c'était un reboot tout simplement du personnage, qui n'avait pas pris chez moi. Donc j'avais été un peu moyen. Donc, bon, c'était pas si terrible que ça, hein, c'était juste terriblement moyen comme histoire, et il faut quand même reconnaître, un petit peu confirmé ici, tiens, je l'ai pas défoncé, et puis en fait, je suis un petit peu quand même, non, c'est une histoire moyenne. Moi, ça prend pas chez moi. Voilà, les enjeux sont finalement quand même assez vides. Il y a une illusion du mouvement, hein. On a l'impression que le personnage, il va évoluer, puis en fait, tu reviens au même point de départ à l'issue du bouquin. Merde, j'ai spoilé. Enfin, je ne vous ai pas dit ce qui se passait au moins entre temps, hein. Regardez, on parle de la guerre. Et voilà, il y a une énorme. Là, cette espèce de masse que vous voyez sur l'écran, ces espèces de masses vertes, ce sont des nanites. Bon, bah voilà, moi j'ai trouvé que les pages c'était beaucoup de bouillies vertes, un petit peu comme les films Marvel ou. Enfin, les films de super-héros en général, ce qu'on peut retrouver actuellement, où c'est une espèce de bouillie marronasse d'effets spéciaux. Voilà, on avait une bouillie verdâtre. Voilà, je suis même pas fan des dessins. Voilà, il n'y a aucune interrogation justement sur le lien entre Harry et son armure qui est en train de se distendre parce que l'armure a quelques petits soucis. Bah, c'est pas. Enfin, on voit que les deux veulent revenir ensemble, mais il n'y a pas trop d'interrogation. Après, comment on peut mettre des enjeux quand on est un gamin au milieu d'une histoire? Bon. Ah, tout de suite, ça casse un peu le truc. Bon, pas. C'est pas si pire que ça, mais c'est terrible. Voilà. Perdez pas de temps à lire. Voilà, qui je veux convaincre? Non, lisez pas X Manowar de Neos Hopeless, lisez X Manowar de Matt Kind, qui était excellente. Les tomes étaient excellents. La série était excellente. Je cherche la bonne combinaison de conjugaison. Donc ouais, bon bah, voilà, X Manowar, dehors, derrière surtout. Voilà, passons à la suite. Et là, on arrive avec Naelbuck, fier de H, le tome 2, l'héritage de Folonariel. Alors, on va faire une petite. Oula, j'ai perdu des trucs. Hop, reviens ici. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que Naelbug. On va partir du donjon de Naelbug qui est la série mère. À l'origine, c'est une saga MP3 qui était sortie au début des années 2000 par Pen of Chaos, alias John. Plutôt John Lang, alias Pen of Chaos. Hein, c'est d'ailleurs lui l'auteur de ce livre. Il a créé cette saga qui a bien marché. Hein. Je pense que beaucoup de trentenaires
peut-être quarantenaire, on devait entendre plutôt trentenaire, ont dû entendre parler de cette série ou écouter cette saga MP3 si t'es au lycée ou fac, collège, je sais rien. Et depuis, bah, cette série a fait des petits, puisqu'il y a eu des. Donc il y a eu 2 saisons. Ensuite, la troisième saison, c'était 4, 5, 6 ont été des romans. Ça a été ensuite décliné en bande dessinée. L'histoire est terminée. Enfin, l'arc vraiment, on va dire, de Nalbuck est terminé, mais derrière, John Lang et Marion Poinceau, puisque c'est vraiment les deux qui se sont occupés de la bande dessinée, ont continué l'histoire avec ce Nalbuck fier de H, le tome 2, où ça va être des histoires one-shot qui vont amener sur le prochain arc de Nalbuck. Voilà un petit peu pour le point de départ de Nalbuck, mais il m'énerve lui, cette tablette. Euh, voilà. Donc, on a, sur ce tome 2, on a la suite des aventures quand ils ont sauvé le monde à l'issue de la saison 6, ou pas. Donc, ça reste une équipe de bras cassés quand même, parce que j'ai pas dit ce que c'était le Donjon de Nalbuck. C'était une série qui reprenait des codes de l'Heroic Fantasy, avec des nains, des elfes, des voleurs, enfin, du jeu de rôle, plutôt des codes du jeu de rôle, et qui faisait une petite parodie qui était quand même bien rigolo, avec beaucoup de références, un truc un petit peu geek, mais c'était rigolo. Pourquoi mais c'est un truc geek qui était rigolo, pas le mais. Et donc là, pour ce one-shot, on a toute notre équipe de Fiers de Hache qui part à l'aventure pour mettre la main sur un trésor sur une île au milieu d'une mer intérieure. Voilà, un trésor légendaire perdu. Donc John Lang, j'en ai parlé un petit peu puisque c'est lui le créateur, sachant que quand il a créé le Donjon Bug, c'est lui qui bon, c'est un peu un artiste aussi le mec, hein, donc c'est beaucoup un musicien. Donc pour le Donjon Bug, il a créé un site, il a créé du coup la saga, c'est lui qui faisait les voix, c'est lui qui faisait le mixage, c'est lui qui faisait la musique, même s'il reprenait des musiques, enfin il faisait un petit peu tout. Derrière, il a écrit les romans, en sachant qu'il avait un roman avant qui s'appelle Bouclier Obscur. Il a écrit également, du coup, il a aussi fait un jeu de rôle. Il a participé à l'écriture de la bande dessinée. Il y a eu un jeu vidéo. Il y avait une série télé qui était en préparation, mais le projet a bien capoté et il est très au point mort. De l'Heroic Fantasy, c'est réducteur pour le jeu de rôle de le résumer aux univers de fantasy. Il a conçu le jeu de rôle, le jeu de plateau. Exact. Ah, c'était un jeu de plateau, j'ai oublié. Oui, alors effectivement, tu as raison, chef Maxime. Autant mais à coup de pas, le jeu de rôle, c'est pas que de la fantasy. En tout cas, pour Nullbug, c'est de la fantasy et puis c'est tiré de C'était plus, voilà, il cherchait plus à parodier le jeu de rôle via fantasy, puisque c'est vrai qu'on peut parler de jeu de rôle, on peut parler l'appel de Cthulhu, et puis tous les trucs qui se passent aussi dans l'espace du Cyberpunk 2020, ou Cyberpunk 2077 a pris. C'est même pas inspiré, c'est qu'ils sont arrivés à adapter ça en jeu vidéo. Donc oui, tu as raison, merci de corriger. D'où j'en étais où? Oui, j'étais sur Pen of Chaos. Donc voilà pour partie, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur John Wang. Marion Poinceau, c'est alors c'est vraiment une dessinatrice scénariste de bande dessinée. Shadowrun, exact. Je me souviens du jeu vidéo, c'était très très bien aussi. Et on retrouve en plus des éléments de fantasy dans le futur. Alors ça, moi j'adore. Moi, le mélange de genres, je suis fan. Puisqu'on avait des elfes dans Shadowrun, des nains, des hommes, des orques. Moi j'adore. J'adore. Donc pour Mario Poisson, plus lié à le monde de la BD par rapport à John Lang, même si elle a aussi fait quelques jeux vidéo en point and click de manière un peu simple, puis des dioramas et elle s'amuse beaucoup avec les Lego aussi. Elle avait commencé par sa bande dessinée qui s'appelait Shael, qui a depuis est ressorti sur le nom des chroniques de Katura. Donc c'est vraiment de la fantasy pure. C'est pas de l'heroic fantasy, vraiment fantasy, monde complètement imaginaire avec des dragons, des magies, plein de choses. C'est vraiment un petit titre assez sympa à lire. Elle a fait aussi un genre de fanfiction dans l'univers de Peter Pan, Andred McFarlane, qui a d'ailleurs eu une suite en jeu vidéo point and click qu'elle a fait elle-même. J'ai pas accroché le jeu vidéo, mais en tout cas la bande dessinée était vraiment cool. J'aime beaucoup, même s'il y a des éléments que j'aime pas non plus dans cette bande dessinée, mais ce n'est pas le cas de. Enfin, là je digresse. Et puis après, elle a beaucoup basculé du coup dans l'univers de Nullbuck. Elle a fait aussi les Aventures du Survivor, qui est fait par un peu la même équipe que Nullbuck.
parce que John Lang a participé aussi au Survivor. C'était Knarf, les aventuriers du Survivor. Puis après, elle a fait d'autres séries où elle est scénariste, et puis depuis, elle continue plus ou moins à dessiner. J'espère qu'elle va... Elle est un peu malade en ce moment, donc j'espère qu'elle va s'en remettre pour pouvoir... Bah, déjà pour elle, déjà, et puis qu'elle va pouvoir s'en remettre pour la suite après des bandes dessinées. Et le Survivor, je suis d'accord, j'ai adoré le Survivor, et malheureusement, Knarf a trouvé que finalement ça ne rapporte pas beaucoup les bandes dessinées, a raison, hein. Et donc il n'a jamais terminé l'écriture de son cycle qui était parti, la colonisation. Il y a eu le tome 1, le tome 2, Marion Poisson a dessiné quelques planches, mais il n'y a jamais eu de suite. Voilà, et puis à un moment j'ai lu un message sur un blog, il disait bon bah voilà, cette semaine j'ai gagné 15 euros de droits d'auteur. Il se disait mais pourquoi je m'embêtais à faire un scénario qui, je leur ai raison, hein, prise de tête à faire, ça prend tellement beaucoup de temps pour 15 euros. Un petit peu dommage pour les gens qui avaient commencé la série, mais c'est comme ça. Bon, on va continuer, parce que sinon on ne sera pas. Hein. Sinon je vais vraiment rendre l'hôtel à 20h, à 21h, pardon. Donc voilà quelques images. Donc malheureusement j'ai dû prendre des photos pour trouver des planches. C'est pour ça qu'elles sont un peu de travers. Alors je me demande quand même comment cette équipe de bras cassés, hein, parce que c'est le cas, qui est devenue bien plus forte par rapport à son début, peut être encore là après 26 tomes de la série principale et 2 tomes du coup de la série Nullbug Terre de Hache, parce qu'ils se chamaillent tout le temps, voilà. Mais en tout cas c'est toujours avec grand plaisir que je les retrouve ensemble pour suivre leur mésaventures. Ils sont encore vraiment très drôles. On a toujours tout ce qui faisait le sel du donjon de Nullbug, on a toujours l'humour qui est bien présent. Voilà, mais là au moins ce qui est bien, c'est que les auteurs sont libérés de la saga MP3, ça fait longtemps, mais surtout des romans. Là, ils peuvent vraiment écrire une histoire, et du coup, on a des one-shots qui se suivent, mais ça n'empêche que l'histoire a un début, un milieu, une fin, et avec une ouverture sur la suite. Donc, je trouve que c'est un format qui se prête énormément pour le Donjon de Nullbug, ça fonctionne bien. Et je crois qu'il y aura un 3e tome de prévu, et après, on reprendra un nouvel arc, sûrement en roman, mais là on verra à ce moment-là. Donc voilà, cette série c'est vraiment qu'une transition, mais ça reste dans la continuité de Nullbug. Si vous avez aimé le donjon de Nullbug en MP3, je vous invite à essayer à lire les bandes dessinées, en sachant que depuis, ça fait quoi, très longtemps, ça doit faire une dizaine d'années que ça existe en bande dessinée, voire plutôt 15 même, parce que je crois que j'étais au lycée quand j'ai eu la première BD. Ouais, ça doit faire 15-16 ans, donc le trait de la dessinatrice a bien évolué. Vaut mieux l'arrêter que la faire uniquement pour engranger de l'argent, enfin c'est ton avis. Oui, donc ça c'est pour le survivor. Alors, oui, si c'est uniquement pour l'argent qu'on fait une bande dessinée, moi j'ai envie de dire, faites pas. Ça sert à rien. Maintenant, on te crée une histoire. Et on te donne pas la fin de cette histoire. Juste pour des prétextes, parce que ça va pas me rapporter. Oui, effectivement, mais du coup, toi t'as acheté le tome 1, tu t'es fait un peu arnaquer. Parce que c'est pas l'éditeur, lui, il voulait le tome 2. Parce que même s'il n'allait pas en vendre peut-être des milliers et des cents, surtout quand je dis qu'il a gagné 15 euros, c'était peut-être 3 ou 4 ans après la sortie de l'album, ce qui est normal. Une bande dessinée, sa durée de vie c'est 2 semaines, encore. Parce que c'est remplacé, regardez, ce mois-ci j'en ai 15. Derrière, vous voyez un petit peu encore le bout de pile. J'en ai quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Si je compte, et il y a des intégrales dedans. Eden, c'est 2 albums. Donc les Crépuscules des Dieux, c'en est 9. Invincible, c'en est 2. Donc j'en ai un paquet. Donc, ça, il y a toujours, je crois que c'est 5000 BD. Enfin, l'année dernière, c'était plus de 5000 BD par an. Donc oui, une bande dessinée, ça n'a pas une grande durée de vie. Et donc, au bout de 4 ans, oui, ça ne rapporte plus. Surtout plus tard, ils ont ressorti le premier arc en intégral. Donc peut-être que ça lui a rapporté à nouveau, mais on n'a pas eu la suite de l'histoire. C'est tout comme si on s'abonne à une plateforme de stream pour une série et qu'elle finit par être annulée. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Encore que une série, attention, je vais généraliser parce que c'est pas le cas pour toutes les séries. Il y a des séries des fois qui sont prévues sur plusieurs saisons. Ah, putain, je pense récemment, aucun spoil, à Andor, cette série est prévue sur 2 saisons. Donc si on annule la fin de la première saison, on n'a que la moitié de l'histoire. On s'est fait arnaquer, entre guillemets. C'est un petit peu le cas. Une bande dessinée, ça,
Mais voilà, donc, et après, il y a les autres séries où on prévoit une saison, et selon comment ça marche, il y en aura une deuxième, peut-être une troisième, mais l'arc de l'histoire se termine à la fin de la saison 1. Peut-être avec un cliffhanger qui amène une suite, mais au moins on a une fin. Là, pour le Survivor, c'était vraiment, on s'arrête sur un cliffhanger, mais on n'a pas la fin de l'histoire, on était vraiment qu'à la moitié, puisque c'était 2 tomes de prévu. Là, si par exemple John Lang décidait d'arrêter dans son Buck, ce qui sera sans doute pas le cas, là, à la limite, ça marcherait, puisqu'il n'y a pas vraiment la suite. Enfin, il n'y a pas besoin de suite. Il pourrait, mais bon, ça finit l'histoire. Et coucou Space Rocket, euh, merci d'être passé, et tu avais tout écouté à l'époque. J'avais aussi tout écouté, c'est pour ça que j'ai écouté, j'ai lu les romans, j'ai lu les bandes dessinées, j'ai fait le jeu vidéo que j'ai pas terminé. Vous voyez, voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi cet univers, donc c'est pour ça que je le lis. Donc du coup, bah ouais, non, pour Survivor, c'est dommage qu'il ait pas continué, mais bon. C'est pas la seule série que j'ai lue qui est pas terminée. Au moins, il aurait pu essayer de faire un truc, je sais pas. Moi, je sais pas. On n'a pas la fin, on n'a pas la fin, c'est comme ça, hein. Donc bon, voilà pour Nullbuck, fier de H. Lisez le donjon de Nullbuck, c'est rigolo, je peux rigoler. Format classique, presque 48 pages. C'est bien Nullbuck. Allez, c'est terminé, et on passe à l'univers que l'on connaît beaucoup mieux, les Terres d'Ogon, là qu'on ne connaît pas, mais c'est dans l'univers de- des mondes d'Aquilon. Moi, alors chef Maxime, tu as joué avec Pen of Chaos à Deltarune en convention. Ah, cool, cool. Moi, Pen of Chaos, je l'avais rencontré aussi à une convention où il m'avait signé un album du Null Band. Oui, j'ai oublié que c'est aussi un musicien, il y a un groupe Donjon Nullbuck qui existe, qui s'appelle le Null Band, qui font des concerts. Donc j'avais acheté un CD et puis il m'avait dédicacé. Il m'a dessiné un poulet. Il m'avait marqué un CD garanti sans poulet. Voilà, avec un poulet dessiné. C'était rigolo. Du coup, passons au Terre de Gaulle. Et oui, il continue les concerts. D'ailleurs, c'est plus Palace of Chaos qui chante désormais, c'est le chanteur dont j'ai oublié le nom de Magoyon. Magoyon. Enfin, ils doivent passer aussi John, John Lang de temps en temps, mais c'est le chanteur de Magoyon qui chante. Donc, hop, tac. Les Terres d'Ogon, c'est une nouvelle série dans l'univers des mondes d'Aquilon, hein. Désormais, les mondes d'Aquilon, c'est écrit derrière. C'est 3 continents, un univers. Et là, on est sur le deuxième continent. Le troisième, on l'a pas encore, hein. Pour l'instant, on a que ça au niveau des continents. Donc là, on a les Terres d'Ogon, et ici, ce sont les Terres d'Ara. Donc, pour les Terres d'Ogon, c'est une nouvelle histoire, qu'on ne connaît pas. C'est un territoire où la magie ne fonctionne pas comme pour les Terres d'Ara. Donc, c'est complètement différent. Là, globalement, on a un groupe d'hommes gorilles qui massacrent une famille. Un enfant réussit à survivre et il va demander. euh, il va demander justice auprès des elfes rouges, des Zul-Kazai, qui vivent un peu plus au nord. Ils sont un peu considérés comme des dieux dans les peuples de la terre, des terres d'Ogon. C'est quoi le nom des autres BD? Il me semble que je connais. Alors, les autres bandes dessinées, ce sont les séries qui s'appellent Elf, Nains, Orques et Gobelins, Mages, et c'est tout. C'est déjà énorme. Donc, ce sont des séries, toutes des one-shots, ils pourraient presque tous se lire indépendamment, mais vu qu'ils se croisent, je vais pas dire qu'il faut bien tout lire, mais voilà, chez les nains, de temps en temps, ils vont croiser, les nains vont se croiser, les orques et gobelins, pareil, ils vont se croiser. De temps en temps, un personnage qu'on voit chez les elfes, pouf, il va avoir son album chez les nains. Euh, Tout le monde se recoupe. Est-ce qu'il faut tout lire? Bah, si vous n'avez jamais rien lu, non, pas forcément, vous pouvez en prendre certains. J'ai fait un hors-série sur les mondes d'Aquilon, si ça t'intéresse, où je présente les différentes séries et les différents albums qui m'ont plu dans toutes ces séries. Les nains, la plupart, c'est bien. Au scénario et dessin, on a donc Jean-Luc Christine et Kiko Duarte. Ce sont Jean-Luc Christine, c'est quand même le directeur de collection. On parle aussi régulièrement dans cette chronique. Donc les deux ont participé, c'est eux qui
participe, enfin qui crée la série des Elfes Bleus. Puisque voilà, pour te faire un petit résumé, Space Rocket, la série des elfes, est découpée en 5. Chaque arc, on va dire, constitue une famille d'elfes. Donc on a elfes bleus, elfes sylvestres, elfes blancs, elfes semi-elfes. Semi-elfes, elfes rouges, hein, il y a les deux. Et on a les elfes noirs, j'en ai oublié un. Non, c'est bon, je les ai tous. Les nains, c'est pareil, ils sont coupés en différentes castes, hein, la forge, le bouclier, tout ça. Il n'y a que les mages. Si, les mages aussi, c'est découpé en différentes castes, par groupe de 4 par contre. Et les orques et gobelins, donc ça par contre, c'est open bar. Et les terres d'Ogon, ça va être pareil, open bar, pioché un peu partout dans toutes les terres d'Ogon. Les nains supérieurs au reste du monde. Réflexe du donjon et des dragons. Ah, je ne connais pas le donjon et les dragons, donc je ne pourrais pas avoir cette référence. Donc voilà, c'est donc les deux personnes qui travaillent sur qui ont fait les Zul'Kadai, bah, interviennent sur beaucoup de séries concepts de chez Soleil. Hop, quelques images, paf paf paf, voilà. Donc c'est la première aventure dans ces terres mystérieuses qu'on connaissait pas. Après des années de teasing, ça fait longtemps qu'on voit la carte à l'intérieur, mais on n'y était pas allé. Sauf dernier album des Elfes Rouges, qui avait commencé à mettre un premier pied pour justement aller chercher, voir s'il y avait des Elfes Rouges, comme la légende le laissait indiquer, sur ces terres d'Ogon. C'est pour moi un point un peu négatif justement. C'est que là maintenant, bah, on le voit clairement, puis même c'est le Zul'Kadai qui est écrit derrière, on sait que les Elfes Rouges existent sur cette terre, alors que dans le tome précédent, enfin dans le tome pardon des Elfes Rouges, qui allait à la recherche des Elfes Rouges, on avait un doute. On savait qu'ils existaient, mais n'empêche qu'on avait un doute. Et là, du coup, bah, on y répond, alors que le tome 34 n'est pas encore sorti. Il doit sortir la semaine prochaine. Mais celui-là, il est sorti ce mois-ci. Enfin, le mois de novembre. Donc, du coup, bah, on nous a. C'est sur ton dos, mais c'est pas le bon ordre. Il aurait fallu faire valider les Elfes Rouges, et ensuite on sort Zul'Kadai. Même si on aurait su que Zul'Kadai allait sortir, puisqu'on a quand même déjà le planning des prochaines séries des mondes d'Aquilon qui vont sortir. Je crois que j'ai déjà un planning jusqu'en février ou mars. C'est déjà ce qui doit sortir. Donc bon. C'est pas fini, hein, les Terres d'Ogon. Les démons d'Aquilon, pardon. Donc ça, voilà, ça c'était un point négatif. On a un deuxième, mais en fait qui est positif aussi. C'est que dans le monde d'Aquilon, ces derniers temps, ça fait un petit moment maintenant qu'ils en parlent, enfin qu'ils le font, ils utilisent la voix off. La voix off, moi, ça commence doucement, voilà, c'est toujours ce même mode de narration au bout de 80 tomes. Et à un moment, ça me pèse un petit peu, et c'est bien d'essayer de changer. Dans ce volume-là, sur une bonne partie, ils ont quand même changé quelque chose, au lieu que la voix off soit faite par le personnage principal, qui est le plus souvent le gamin, là, qu'on voit sur ces images, plus sur celle-là, mais sur la précédente. Au moins, on raconte son aventure. C'est pas lui qui dit oh bah, j'ai froid. C'est plutôt quelqu'un qui dit il avait froid. Qui m'amène au point négatif, c'est que quand j'ai un type qui sort de l'eau avec de la neige autour, je me doute que l'eau est froide. Quand je vois l'image, il grelotte comme ça. Je sais qu'il a froid et je sais que ça ne sent pas bon pour lui. J'ai pas besoin d'avoir une bulle qui me dit et là il a vraiment très froid. Je caricature mon père. Donc voilà, montrer, ne pas dire. C'est un principe du cinéma, ça marche aussi en BD. Saison 200, dont j'ai parlé cette année, il n'y a pas une seule bulle de dialogue. Et pourtant, on comprend très bien. Donc voilà, il y a un moment, les bulles de dialogue, la voix off, c'est bien, mais il faut quand même l'utiliser un peu avec la parcimonie. Donc ça, voilà, c'est un point négatif, mais ça va. Justement, ils ont changé parce que c'est à la troisième personne. Maintenant, quand même, un point positif, bah, c'est une bonne aventure. Pêche, on a ce gamin qui part chercher de l'aide il vient, et le découpage est nickel, aucune séquence n'est trop longue ou trop courte. Peut-être les elfes rouges manquent un peu d'iconisation quand on les présente, quand ils arrivent dans la bande dessinée, mais c'est du pinaillage, derrière c'est bien, même la scène finale, qui était dans la plupart des bandes dessinées, sera plus courte que ça,
qu'elle n'a été, ben, j'ai trouvé ça bien de l'avoir rallongé au final. Ça dure juste 2-3 pages, c'est pas très long, donc ça se lit relativement vite. Enfin, pour ça, on s'en fout, c'est pas la vitesse qui compte, mais ça se lit bien. D'habitude, c'est une page, là, ils en ont fait deux trois, ça passe très bien. Donc, non, le découpage est vraiment bien. Non, ils assurent bien, enfin, Jean-Luc Christine assure bien. Kip Woodward, bon, au dessin, les mondes d'Aquilon, tous les 80 tomes, graphiquement, c'est toujours bien. Bon, là, il est vraiment dans une moyenne, enfin, il est dans la moyenne des mondes d'Aquilon, mais les mondes d'Aquilon sont une moyenne haute, en tout cas pour moi. Là, les dessins, ça marche chez moi. Question quand même. Est-ce que ces terres d'Ogon, enfin, cette histoire dans les terres d'Ogon, est-ce qu'il fallait vraiment la lier au monde d'Aquilon, enfin, aux terres d'Aran? Enfin, est-ce que les terres d'Ogon, il fallait les lier au monde d'Aran? Oui, d'un point de vue commercial, non, parce que du coup, là, ça n'a rien, absolument rien à voir. Voilà, c'est dans le même univers, mais là, ils se mélangent pas. Enfin, si, les elfes rouges sont ailleurs, mais ça aurait pu être une autre série, ça marchait aussi. Bon, c'est comme ça, on va voir que ça marche. Hein. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse claire, en tout cas. Donc voilà pour les terres de God. Enfin, derrière, on en est où? Paf. Voilà, ça va être long. Hop, tac. Et on passe à un manga avec Kingdom, les tomes 63 et 64. Oui, je vous ai absolument jamais parlé de Kingdom jusqu'à présent. Je ne crois pas en tout cas. Donc, Kingdom, c'est une série de shonen, shonen seinen, j'y reviendrai, qui est très régulièrement dans les meilleures ventes au Japon. Hein. Voilà, et c'est depuis 2018 que cette série est disponible en France, en sachant qu'elle a commencé à être publiée depuis 2006 au Japon. Il y a eu un peu de retard. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Qu'est-ce que nous raconte Kingdom King Budamu, en japonais. Donc elle nous raconte l'histoire de l'unification. Ah bah j'ai spoilé, hein, ça y est, c'est l'histoire. L'unification de la Chine durant la période des royaumes combattants par, par le roi de Qin, Heisei, ou Qin Shi Huang. L'accent pourri hein, de chinois, je suis désolé. Euh, donc, dans la période des royaumes combattants qui sont environ au moins 240-220, je crois. Enfin, moins 200 avant Jésus-Christ. Et on va suivre du coup cette unification de la Chine, mais surtout au travers les yeux de Chine, qui, qui est un ancien esclave et qui a un rêve, c'est de devenir un grand général sous les cieux, hein, globalement le top du top au niveau de l'armée. Surtout ça va être la guerre, c'est parfait pour lui. Et donc ces tomes 63 et 64, ça va poursuivre la bataille qui était commencée donc précédemment, euh, sur une bataille qui est entre Qin et Zhao. Juste Qin et Zhao, voilà, juste une bataille. Parce que la guerre, elle a commencé dans le volume 46. On est au 64, elle est toujours pas finie, et loin, très loin d'être finie. Et la bataille, elle a commencé dans le 61 aussi. Sous l'ancien, les Q se prononcent comme des che. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le doute, j'ai pas voulu dire que Shin, enfin, parce que le personnage principal s'appelle Shin, S-H-I-N, hein, voilà. Et le royaume s'appelle Qin, Q-I-N. Donc si ça fait Chine dans le royaume de Chine, je vais parler de Chine, je vais me perdre. Non mais je vais être honnête, je vais me perdre. Donc je vais rester sur Qin au lieu de Chine parce que je sais pas de pète SH, ça doit être un truc comme Che ou Che, enfin prononciation chinoise, il y a des sons qui n'existent pas en France. C'est un peu compliqué, donc tu as raison, ça se prononce pas forcément, et même des fois les Q se prononcent pas che non plus. C'est compliqué. Donc c'est une très longue série, un gros shonen. Donc l'auteur c'est Yasuhisa Hara. J'ai raté une lettre, j'ai mis un Q au lieu d'un H. Pas bien. Donc c'est un mangaka qui a connu son premier succès avec Kingdom. Euh, et encore, c'était le seul manga que j'ai trouvé. C'était pas un succès tout de suite. Les gens n'approchaient pas du tout les dessins, qui étaient un peu différents de ceux-là. Vous allez les voir juste après. Mais il a pris sur lui, il a écouté les gens, il a été prendre des avis auprès d'autres mangaka, euh, justement pour affiner son trait. Et 7 ans plus tard, c'est une des meilleures séries au Japon. Elle est toujours là. Même si le mangaka nous a fait peur un petit peu en 2012, puisqu'il y a eu des petits soucis de santé. Mais il est encore là, il tire bon, là-bas. Il tire pour le vent. Donc, pour cette série, alors,
j'avoue lire cette série toutes les semaines, en suivre la publication japonaise. D'ailleurs, tu peux voir un petit endroit où j'ai pu choper le, le scan, on peut le voir sur les pages. Euh, il n'a pas renoncé les semaines où il a gagné que 15 euros de royalties. Exact, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il gagne beaucoup plus que 15 euros. Donc, non, je reconnais avant de lire ça toutes les semaines. Et du coup, bah, j'ai aucune surprise en lisant le manga. Je sais à peu près ce qui va se passer. C'est un petit peu dommage. Malgré tout, je trouve que quand même, en enchaînant les 2 tomes, on progresse très bien dans l'histoire. C'est pas comme toutes les semaines où on est là en disant ah mince, je voudrais savoir la suite. Là, au moins, la suite, on l'a d'un coup. C'est aussi bien de lire 2 tomes d'un coup. C'est agréable. Euh, et ça, voilà, même si c'est lent, l'histoire progresse. Et du coup, voilà, l'histoire dure longtemps. Enfin, elle a commencé il y a longtemps, elle prend son temps, mais ça avance. Voilà, ça c'est bien. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'il y a des grosses batailles, mais on n'est jamais perdu. Quand il y a un personnage qui est sur l'aile gauche, parce que bon, généralement il y a une aile gauche, un centre, une aile droite, en face, du coup l'aile gauche fait face à l'aile droite, et bien on sait très bien qui sont les personnages qui vont s'affronter, parce que là on l'a sur quelques plans, quand on a des plans justement des vues d'ensemble, il va mettre les noms déjà des personnages ou des généraux, pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et même encore des plans plus larges où les unités sont faits par des petits triangles. Là, on le voit sur cette page. Donc là, on n'est pas perdu dans l'histoire. Il y a énormément de protagonistes. Je ne pourrais même pas vous sortir ce géant là devant. Je ne pourrais même pas vous sortir son nom. Mais ils sont tellement atypiques au niveau du design. Même ce personnage-là, pareil, je n'ai pas son nom. Avec ses cicatrices, tout ça, bah, on le reconnaît. Donc dès qu'il apparaît, on sait qui c'est. Puis quand on le lit, au bout d'un moment, il y a des noms, on sait, ah bah voilà, un tel, oui, c'est un tel. Euh, donc on connaît, on n'est jamais perdu. Et ça, c'est vraiment une force du manga. Après, voilà, toujours les dimensions shonen. On a des ennemis qui sont très gros, très très forts. Au début, surtout Shin qui est comme ça. Mais finalement, il prend de plus en plus d'ampleur. Mais il affronte aussi des forces de la nature, des géants. Les mecs, voilà, ce sont les généraux chinois ou japonais. Ils sont toujours plus balèzes que tous les autres. Ils peuvent défoncer une armée à eux tout seuls. Mais bon, voilà, c'est parce que ça reprend les codes du shonen. Shin gagne en compétences, il affronte des ennemis de plus en plus forts, il sort toujours de plus en plus fort de ses combats. Mais je ne le donnerai pas à des adolescents, parce que c'est quand même super violent. Il y a des bras coupés, il y a de la torture, surtout dans ces 2 volumes-là, avec des bras coupés. Et autre chose qui coupe, donc il y a beaucoup de sang, donc non, c'est plutôt. Ça lorgne aussi beaucoup pour du CNM. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une vendeuse. On parlait justement des catégories shonen seinen et il me disait, mais elle a des fois des enfants de 11-12 ans qui lui demandent l'attaque des titans. Quand on sait ce qu'il y a dans l'attaque des titans, à 11-12 ans, non, non, enfin, c'est pas. C'est ok, on peut le mettre dans les shonen, mais c'est pas un shonen, non, c'est gore. En plus, il y a des références plus aux nazis, à l'histoire. Ouais, quand t'as 10-11 ans, c'est pas top, quoi. Tu as découvert cet été un super manga et tu crois qu'il est coréen. Et bah, tu peux me donner le nom, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, c'est un manhwa. Enfin, c'est sans doute un webcomics, je pense, qui doit. Mais je te laisse me donner le nom. Parce que peut-être que je l'ai lu, peut-être que je l'ai pas lu et du coup ça m'intéresse. Solo Leveling, alors je l'ai pas lu celui-là, et c'est un webcomics qui est sur la plateforme Webtoon, je crois, à la base, en anglais, et ça doit être édité par Delcourt, enfin, K-Books. Delcourt, bah je l'ai pas lu Solo Leveling, et on en a parlé d'ailleurs avec cette même vendeuse, vu que ce sont des webcomics, c'est en couleur, enfin c'est pas donc, mais c'est des webcomics qui sont en couleur, et sous un format comme ça, enfin un petit peu légèrement plus grand, les couleurs bavaient beaucoup. Au début de Solo Leveling, a priori sur les derniers, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et franchement, tu conseilles. Bah, je vais aller me renseigner un petit peu sur Solo Leveling. C'est vrai que je lis des webcomics, mais je n'ai jamais lu Solo Leveling, donc pourquoi pas. Merci du conseil. Dernier mot sur Kingdom. L'auteur, quand même, pour écrire tout ça, il se base sur sur un récit historique qui a été écrit à peu près au 1er siècle, après Jésus-Christ, pas du tout contemporain, et des fois avec juste 2 petites lignes sur une bataille, et ben il va te faire 4 tomes. Ça, c'est très très fort. À noter quand même, parce que ça fait quand même 64 tomes à acheter,
assez conséquent. Il existe un abonnement qui est disponible sur le site, un site de Anime Manga, Anime Store, pardon, Anime Store. Donc globalement, vous recevez 4 tomes tous les 2 mois jusqu'à rattraper la publication actuelle, 64. Ce sera ensuite 2 tomes tous les 6 mois. On n'est pas très loin des japonais, hein. Faut quand même reconnaître. Donc il y a un abonnement qui existe pour Kingdom. Et c'est vraiment top à vie. C'est pas pour rien que c'est dans les meilleures ventes de manga au Japon. Alors, passons à la suite. Un autre manga. Un manga classique qu'on retrouve tous les mois. Hein, My Hero Academia, le spin-off cette fois-ci. Vigilante. My Hero Academia Illegals, le tome 11. Donc, pour ce manga, pour ce volume-là, on retrouve une pop step mal au point. Et on a une origin story sur un des personnages. C'est scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Béton. Hop, tout de suite quelques images. Hein. Voilà. Et bah pareil que pour Ixoba no War, mais à culpa, j'ai été assez méchant, assez critique envers le tome 10. Pourquoi Parce que je sortais de la lecture de la série principale My Hero Academia, qui était devenue beaucoup plus adulte, très très sombre à ce moment-là. C'était le tome 33. Et du coup, quand je suis passé sur le tome 10, c'était beaucoup plus lumineux, tout ça. C'était pas ce que je retrouvais dans les premiers volumes non plus. J'ai pas accroché. J'étais pas dans le mood du truc. Et donc, du coup, j'ai pas accroché le tome 10. Là, ok, je sortais aussi d'un tome 34 de My Hero Academia que j'ai surkiffé. Hein, le putain de combat. Oh, c'est les meilleurs combats dans les shonen que j'ai pu lire, hein, avec America et puis l'autre en face. C'était vraiment génial, mais j'avais déjà mis de côté. J'avais aussi mis de côté le tome 10, je l'avais oublié d'Illegals. Et du coup, ce tome 11, j'étais un peu plus neutre en le lisant. Donc c'était beaucoup, ça passait mieux, voilà. Il y a les tensions avec tous les problèmes avec de Pop Step m'ont laissé finalement un peu froid. M'ont laissé un peu indifférent, mais ça passe quand même, ça passe quand même. Au moins il y en a un petit peu. Par contre, la seconde partie du récit, qui est une origin story, je pense qu'on pouvait peut-être la mettre, enfin, elle arrive un peu tard cette origin story, mais je crois que c'était difficile à placer ailleurs. Bon, elle est là, elle est cool, elle est vraiment cool cette origin story, beaucoup, je préférais ça à l'histoire principale juste avant. Et j'aimerais presque suivre, puisqu'on va suivre une mission d'un super héros, hein. Et j'aurais presque aimé une autre série spin-off qui nous parle presque du quotidien des super-héros dans leur mission lambda, qu'est-ce qu'ils font d'autre de ce que sauver le monde quand ils sauvent les gens. Peut-être les chardons des arbres, peut-être. On y revient encore. Donc voilà, donc ça, le flashback, du coup, l'origine story devrait se terminer dans le tome 12, on verra. Voilà. Je réhabilite un petit peu le manga par rapport à ces derniers temps. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. On retrouve par moment. Ouais, voilà. Au début, voilà, le récit était un peu plus adulte que la série mère. Maintenant, c'est vrai que la série My Hero Academia devient plus adulte. Du coup, mon cœur balance. Ils écrivent des BD pour 15 €. Ou alors, alors, qui écrit des BD pour rien? Là, j'ai plus. Ah oui, par rapport au toujours à Survivor. Alors, une bande dessinée vaut 15 €, mais il faut savoir que sur les 15 € globalement, je sais pas, on va partir là-dessus. Tardogon, bon, le problème c'est qu'il y a un coloriste aussi, là je sais pas trop. D'accord, ok, je vois bien. Faut savoir que sur une BD qui est comme ça vendu 15-16 €, il leur reste 3 € aux auteurs. Tout le reste va au libraire, va aussi à l'éditeur, faut quand même l'imprimer aussi, donc va à l'imprimeur. Et puis du coup il reste 3 €, donc même à une époque j'étais plutôt resté sur 1 € pour le scénariste et 1 € pour le dessinateur. À voir comment c'est découpé, surtout que là c'est un peu plus particulier. Parce que, bon là non, mais souvent dans les mondes d'Aquilon, on a le transporteur, tu as raison. Euh, pour les mondes d'Aquilon, on a souvent aussi des fois un mec qui a s'occupé du design ou du storyboard. On a quelqu'un qui fait l'ancrage. On devient plus un fonctionnement à l'américaine.
Et donc, est-ce que les super-héros du quotidien des héros, est-ce qu'ils écrivent des BD pour 15 euros? Bah, peut-être que certains le font. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà pour le tome 11 d'Illegals. La série doit approcher de son terme à peu près au tome 15, je crois. À suivre, déjà on va lire le tome 12 ce mois-ci. Je ne l'ai pas encore, mais on le prendra, je pense, la semaine prochaine avec d'autres. Allez hop, on revient à d'autres super-héros et d'autres origin story avec Daredevil, hop là, reviens ici, l'homme sans peur. Putain, je viens de lire ta blague, pardon. Au transporteur, surtout qu'il prend cher ta dame. Oh là, ouais, jeu de mots, moi je valide. Mais allez, passons à Matt Murdock et Daredevil. Donc là, c'est l'origin story, pas la même que dans le manga d'avant. Comment il est devenu aveugle, ça c'est très très court, mais surtout comment il devient justicier. Et c'est scénarisé par Frank Miller. Donc, Frank Miller, j'en avais parlé en juillet pour Batman Year One. Donc, rapide rappel, c'est lui qui est derrière l'histoire de Dark Knight Returns. Fantastique histoire de Batman à lire. Year One. Daredevil aussi, donc L'Homme sans peur et Born Again, Renaissance en français. Ronin, 300 et Sin City. Voilà à peu près les gros titres de Frank Miller. Et on a le dessinateur John Romita Jr. Donc j'avais déjà parlé de son papa, John Romita Senior, pour Spider-Man, la mort de Gwen Stacy. Et le fiston, il a repris brillamment les rênes, hein, parce que globalement, il est passé sur tous les personnages de chez Marvel. Je crois qu'il en a, il a tous fait. Il a tous dessiné à un moment ou à un autre. Il a aussi l'occasion de briller sur le Chevalier Noir, hein, donc pour DC Comics. Et il a dessiné et donc pour créer le personnage de Kick-Ass avec Mark Millar, qu'on entendait plutôt pour Sin City, pour Civil War. Hop, quelques images. Alors cet homme sans peur, ce man without fire, avec un accent anglais pourrave, tant pour moi. Je l'avais lu donc il y a quelques années et je l'avais vraiment trouvé très très bien ce récit. Et pour l'avoir relu, et ben j'ai encore trouvé très très bien. J'ai fait encore presque mieux que la première fois. Pourquoi? Sans doute la narration. Euh, Parce que même si on passe un petit peu de scénette en scénette tout au long de l'album, sans vraiment s'attarder, le peu de présence des personnages que ce soit. Bon, Daredevil, forcément, lui est quand même. Enfin, Matt Murdock, il est quand même très présent, mais tous les autres personnages secondaires ils sont bien iconisés. Et il y a vraiment une stature de super-héros dans ce récit. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a une voix off aussi. C'est ça où c'est difficile. D'un côté, j'en ai marre de voir la voix off. Là, ici, elle marche à fond. Ça fait très film noir. Ça colle parfaitement au personnage de Daredevil, de Matt Murdock, avant qu'il devienne Daredevil. Ça fonctionne vraiment à mort. Et puisque je parlais aussi des personnages secondaires iconisés, Frank Miller a beaucoup fait pour le personnage de Daredevil. C'est lui qui a créé le personnage d'Electra, de Stick, qui lui a amené aussi un de ses antagonistes principaux. Euh, et du coup, on les revoit du coup, dans cet homme sans peur. Enfin, ce qu'il a fait pour le personnage, c'est génial. Et là, quand il apparaît, c'est trop bien. Et c'est ce qui permet de s'apercevoir que la force d'un super-héros, les meilleurs super-héros, c'est ceux qui ont les meilleurs méchants et nous aussi, allez, les personnages qui les entourent. Batman, ils sont rien sans le Joker, Catwoman, tout ça, Spider-Man, ils sont cool. Iron Man, excusez-moi, mais les super bien d'Iron Man, fou, fou. Là, lui, il a quand même. Enfin, non, c'est bien, c'est bien. La série télé s'inspirait en partie, plus qu'en partie quand même, de cet homme sans peur, et il s'est aussi inspiré de l'autre histoire écrite par Frank Miller sur Daredevil Renaissance, un récit que j'ai lu aussi, qui est vraiment aussi très très bien. C'est vraiment un récit, du coup, Daredevil, c'est un récit parfait pour débuter, pour lire quelque chose sur le personnage. C'est une collection à petit prix. Normalement, voilà, une bande dessinée, c'est 15 euros. Là, on en a pour 7 euros. Donc, pour 7 euros, franchement, ça vaut vraiment. Ça fait la paire Belmar, hein. Peut-être que vous voulez avec votre argent aussi, mais ça vaut le coup, je trouve, d'acheter, de lire, si on aime un peu les super-héros et la bande dessinée, de lire Daredevil, l'homme sans peur. Et aussi, lisez Daredevil Renaissance, qui est très très bien. Ou Born Again. Donc voilà pour Daredevil. J'ai bientôt plus de place, moi, en haut.
débrouiller. Tac, on passe derrière, on passe derrière. Et voilà. Tac, me revoilà. Et passons à la suite. Ah, quelle suite. Vous entendez mon enthousiasme? Mon enthousiasme. Avec une budget livre en ce moment, je refais les annales du Disque Monde. Très bon choix. Très bon choix. Je ne les ai pas tous lus le Disque Monde. J'en ai lu que quelques-uns. Et c'était. Je me suis quand même bien marré. Faudrait que j'arrive à me faire une sélection de quoi lire. J'aime beaucoup la mort. J'adore la mort. Euh... J'adore la mort en disant ça, c'est bizarre, mais dans les annales du Disque Monde, c'est génial. Elle est vraiment. Elle est personnifiée, c'est vraiment très drôle. Je reviendrai sur la mort personnifiée un peu plus tard. Donc, Cal, les chroniques de l'empereur galactique, ou dans les. On le voit un peu, vu que ça c'est une édition de luxe. On, c'était sous-titré au début les chroniques d'un gars chauve, ça va, qui me fait bien rire. J'ai perdu une petite feuille. Bon, je vous ai mis une couverture de cet album-là. Hein. Ça existe aussi en intégral classique. Donc cette histoire, c'est nous sommes dans une prison qui est équipée du. Alors, nous sommes dans l'espace, c'est une prison d'une station spatiale hein, qui a été transformée en prison, qui est équipée et abandonnée du monde extérieur, que le monde tel qu'il existait s'est effondré. Et du coup la prison a été laissée à l'abandon. Les prisonniers et leurs successeurs, enfin les générations suivantes, ont continué de vivre. Il y a trois castes qui existent, mais qui sont obligés de travailler ensemble pour assurer leur survie, pour utiliser les machines de moissonnage. Et nous, on va suivre une de ces castes, la caste des humains, et surtout leur chef, Cal, qui est globalement le plus fort, le plus intelligent, et ce que vous voulez, et qui va surtout chercher à prendre le contrôle sur les deux autres castes. Et il fait pas que, voilà, il est plus fort, il a en plus quelques pouvoirs, il est balèze. Tu en avais lu 4 ou 5, et là tu es en train d'acheter les 35. C'est long aussi à lire, et j'aime bien aussi changer, pas lire que ça. C'est bien, j'ai adoré les disques monde, j'y reviendrai sans problème, mais là voilà, là je suis plutôt dans des cycles SF, et là je suis même en train de lire un livre sur sur les mythes. Parce qu'à force de vous en parler d'ailleurs, de voir tout le mythe du héros, je suis fan de Star Wars, on a le mythe du héros, bah, j'ai lu le livre qu'il a théorisé. Le héros aux mille et un visages, de Joseph Campbell. Au scénario, on a Louis, qui est aussi dessinateur, scénariste, qui fait plusieurs choses, hein, qui a plusieurs cordes dans son arc, plusieurs casquettes. Donc j'en ai déjà parlé, hein, selon les projets, il est soit dessinateur, soit scénariste. Toujours une tendance à préférer celui en tant que scénariste que dessinateur. Et il travaille énormément pour l'édition Soleil. Je crois que Cal était d'ailleurs sorti au début chez Soleil et il a été. Cette édition-là est sortie chez les sculpteurs de Bulle. C'est une édition vraiment collector en noir et blanc. euh, et puis avec quelques pages d'artwork au début. Et même un certificat d'authenticité pour dire. Ah non, c'est des signatures des auteurs, pardon. Il doit y avoir le certificat d'authenticité à l'intérieur. Voilà, 110, cet exemplaire porte le numéro 119 975. Et sur les mythes avec la naphtaline. J'aime bien, tu peux continuer les blagues comme ça. Non, c'est sur les mythes. Les héros, les dieux, et aussi la religion, parce que toutes les histoires sont liées hein, de toute manière. Et on va passer, donc je vais continuer à reprendre. Donc, j'ai parlé de Louis, je vais parler de le du dessinateur, Valentin Séché, qui finalement a assez peu de séries à son nom, en tout cas. C'est bien dommage parce que j'aime beaucoup son crayon. Donc Ormical, on le retrouve sur la série des Métabarons, qui est une suite de la caste des Métabarons de Jodorowsky, et qui était déjà une suite de l'Incal, avec Mobius. Il est aussi sur le tome 12 des adaptations de Conan le Barbare. Et d'ailleurs, voilà, puisque tu parlais de livres, un des prochains livres que je vais lire, ça va être, je pense, c'est des nouvelles sur Conan le Barbare. Ça m'intéresse de lire ces livres. Je vais vous mettre quelques images. Alors, je vous ai mis des images noir et blanc et couleur, parce que moi, c'est vrai que si je l'ouvre, tout est en noir et blanc. Mais il a existé en couleur à l'origine. Donc, du coup, voilà, je vous ai mis un petit peu les deux, hein, je vous ai mis ce que j'ai lu et les couleurs. J'ai quand même hésité à vous parler de cette série. Parce que comme je t'ai déjà dit souvent, j'aime pas dire du mal, enfin trop de mal en tout cas, des bandes dessinées et surtout du coup des auteurs derrière, des gens qui sont derrière. Euh,
mais j'ai quand même pas mal de points positifs sur cette série. Donc je vais commencer tout de suite par le positif, hein. L'univers. L'univers qui a été créé, il fonctionne, moi je trouve qu'il fonctionne à mort avec moi. Il est bien pensé, hein. Justement ces différentes castes qui ont différents un peu pouvoirs, puis les humains au milieu. Fonctionne, c'est une brillante idée. Euh, non, c'est pas trop exploité, c'est un peu dommage. On va vraiment juste suivre la manière dont Cal va s'emparer du pouvoir. Oh, j'ai mis des images, mais pourquoi j'ai mis cette image-là? Oui, donc bon, bah, allez, c'est un peu sanglant, hein, c'est même très sanglant. Euh, la partie graphique, là, vous voyez les images, moi je la trouve dingue, c'est pour ça que je voudrais bien les Métabarons, parce que j'aime beaucoup son trait là, sur cette image, on a une espèce de Renborg. Euh, J'aime beaucoup. Maintenant, pareil, il y a toujours un petit mais sur les dessins. En tout cas, en noir et blanc, j'ai eu du mal des fois à repérer les extraterrestres. Savoir c'était lui comme extraterrestre ou c'était l'autre qui lui ressemble vachement. J'ai eu du mal à retrouver les différences des personnages. Peut-être qu'en couleur ça va mieux fonctionner, puisque peut-être qu'ils ont des différentes couleurs, on verra des tatouages que l'on ne voit pas en noir et blanc. Voilà pourquoi, voilà les points positifs. Les points négatifs, tout simplement, excusez-moi, mais on suit un connard fini. Cal, j'ai absolument rien pour le sauver. C'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est le plus malin, c'est tout ce que vous voulez. Euh, il le sait, et il y va à fond, il veut dominer tout le monde, il va dominer tout le monde, point. Il va pas hésiter à tuer des gens qui attirent sur deux bras. Euh, à la limite, au moins dans le premier volume, parce que c'est Cal, c'est une série en deux volumes, donc là, il y a les deux dans ce volume-là, et il existe en intégral à deux volumes. Dans le premier volume, on avait une découverte des personnages, de l'univers, tout ça, ça se met en place, ok, mais le deuxième, je me souviens même pas de l'histoire. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun enjeu. Voilà, c'est lui, il est super fort et qui veut dominer tout le monde, qui détruit tout. T'aimes bien les aventures de connard, ouais, mais là, j'en reparlerai un peu après, c'est ça qui est un peu bizarre. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun axe de rédemption. Il y a pas une seule faille. Il y a pas, il peut, il y a, voilà, il n'y a pas même pas un petit moment un peu rédempteur pour ça. Et comme ça, tu peux t'identifier au héros. Je pense pas que vu. Non, mais t'es pas un connard à la cale. À la limite. Et puis je vais pas me permettre de dire un connard non plus. Je ne te connais pas assez. Et puis t'es là, tu rigoles. Voilà. Euh, mais justement, c'est ça le problème avec les gros enfoirés. C'est difficile de s'identifier à ce qu'ils font là. T'as un mec qui lui parle mal, qui le regarde de travers, il va le zigouiller. Bon, bah, par exemple, mais enfin, c'est toutes les actions. Et là, je vous parle on va dire, que des violences physique où il coûte des choses. Il se passe des choses aussi avec des extraterrestres femelles qui sont pas roses. Dans les précédents épisodes, je parlais justement que je commençais à en avoir un petit peu marre de ces scènes où les personnages féminins soient systématiquement violés ou agressés sexuellement. Euh, c'est une BD qui commence à dater, bah celle-ci elle prend pas aussi à fond. Dès que t'as les trois personnages féminins qui sont là, et bien ils servent à rien déjà. Et c'est pour se faire violer. Bon, c'est pas terrible. Voilà. Enfin, moi, voilà, je n'ai pas aimé Cal, sauf les dessins. Voilà. La Renborg. C'est pas une Renborg, mais bon, fan de Star Trek aussi, en plus de Star Wars. Hein. Donc, pour moi, je fais complètement une Renborg, et surtout quand on sait qui elle est. Donc, résumé de Cal, c'est beau, mais c'est creux. Je vais vous en parler pour parler de Valentin Séché et de ses dessins, parce que ça, ils sont magnifiques. Passons à la suite. Hop. Oh là, j'ai plus de lit. Oh oui, j'en ai encore beaucoup. On y est quelle heure? 19. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va passer 2 heures. Allez, on passe à Alamander. Le mystère à la tour de l'horloge. Pareil, version collector via Ulule. Hein. J'ai aidé à financer. Et les éditions Kamiti, pareil, eux, ils financent leur bande dessinée via Ulule. Du coup, j'avais participé à cette série. Donc, qu'est-ce donc que Alamander? Donc, Alamander, c'est une adaptation. La BD, en tout cas, est une adaptation des romans d'Alexis Flamand, du même nom, hein, ça s'appelait Alamander, je crois. J'ai un doute, hein, du coup. Ça s'appelait le cycle d'Alamander. Voilà, un petit doute. Non,
ça nous raconte l'histoire d'un mage c'est un enquêteur, un mage enquêteur, qui enquête sur dès qu'il y a des crimes liés à la magie. Et ce monsieur, il vit tranquillement chez lui, il se fait juste, les frontières ont changé hein, suite à un mariage, il te fait exproprier de chez lui, il fait, je suis pas content, donc je vais aller plaider il va plaider sa cause au nouveau roi afin de dire non mais laissez-moi chez moi, j'étais bien. Voilà un petit peu, après derrière il va y avoir d'autres histoires. En parallèle de ça, on suit aussi, donc 800 ans plus tôt, un gamin qui veut devenir assez stoïque, qui veut devenir qui veut rejoindre l'école de maîtres assassins. Donc ça c'est pour l'histoire. Donc c'est écrit par JF avec l'auteur qui est aussi en collaboration, hein, qui a toujours été mis à contribution. Donc JF c'est un produit issu du deuxième pays de la bande dessinée, hein, la Belgique, c'est un Belge. Donc, qui a signé depuis 2001 une grosse vingtaine de séries, dont les plus mémorables, on a enchaîné où c'est 3 personnes qui sont en échange d'un million de dollars, je crois, enfin peu importe, une grosse somme d'argent, sont chargés d'aller tuer une des 2 autres personnes. Donc ça, je pense que c'est très sympa sur le niveau des échanges qu'il peut y avoir entre ces personnes qui tue quand. Et il a essayé aussi une autre série qui a pas mal marché, enfin mémorable en tout cas, c'est Haute Sécurité, qui est une enquête du FBI dans une prison de haute sécurité. Et au dessin, on a Marco Dominici, qui est un Italien, qui a commencé à travailler en France sur la série Succube, une série de chez Soleil, je crois, et il collabore avec JF aussi sur une série qui s'appelle Sirène et Vikings et Sous la surface. Donc voilà pour les auteurs, quelques images, et oui, il est déjà 19h10 même. Alors, je connais pas du tout les romans, j'en avais jamais entendu parler avant que sur le financement de la Mander. Donc je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle. En tout cas, JF a contacté l'auteur et lui a dit je voudrais faire un truc fidèle. Bon, allez, je vais les croire. Tout comme Cal, le world building, enfin l'univers créé, moi je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien. On a voilà, les gens vont utiliser tous les animaux, mais c'est des mélanges des fois, des règnes animal, végétal mélangés, des fois même animal mécanique. Enfin, il a vraiment créé tout un univers. Là, par exemple, les herbes dans lesquelles le gamin est plongé ou celles qu'on voit un peu en bas, c'est des blés carnivores. Voilà. Il a créé tout un truc comme ça, une imagination bien fertile et j'aime beaucoup. En plus, c'est une petite facilité scénaristique, vu que le mage arrive dans une nouvelle contrée, puisqu'il va vers la capitale du nouveau roi, de son nouveau roi en tout cas, il découvre les choses en même temps que nous. On peut bien nous présenter les choses, même si, j'ai envie de dire, un mage comme lui, plus l'intelligence qu'il a, ça m'étonne qu'il soit surpris de ce qui existe dans un autre royaume que le sien de base. C'est assez... Mais ça passe quand même. On a besoin de connaître quand même comment fonctionne le monde. Je vous ai mis des planches 600 bulles que j'ai pu récupérer. Donc du coup ça c'est bien aussi, ça spoil moins qu'avec les bulles. Même si bon, pour lire là, faut avoir des bons yeux et faut être rapide. Même si donc ça voilà, ça c'était pour la première histoire en tout cas avec le mage. L'histoire avec le gamin, et au début, en tout cas au début d'album, je la trouvais plus intéressante que celle du mage. Puis au fur et à mesure, le mage est devenu intéressant et les deux étaient très agréables à suivre. Ça c'était bien. Bon, je vais attendre le tome 2, que je lirai sûrement, puisque ça c'est le bémol, hein, justement. C'est une enquête. Le mage a la solution de l'enquête. Sauf qu'il ne nous l'a dit pas. On arrive à la fin de l'album et on sait tout. Lui il le sait, mais nous on sait pas. Je trouve que c'est un peu là c'est un petit peu l'arnaque pour nous. On n'a pas la fin. On aura sûrement cette fin dans les 3 premières pages de la BD suivante. C'est un peu dommage, surtout que ça finit par un bon cliffhanger. Il aurait pu nous dire, hein. En plus, nous ne sommes pas sur un format de 48 pages classique, on en a 78, je crois, 72. On a largement de quoi faire pour nous raconter des choses. Et la fin, on terminait ce bout d'arc, et on pouvait passer à la suite après avec un petit cliffhanger qui faisait bien, qui nous donnait envie de lire la suite. Mais là, non, on nous laisse comme ça en plan.
Allez, salut, maintenant, tu t'attendras 2 ans. Donc un petit peu nul sur la fin, mais toute l'histoire, toute la création de ce monde, moi je suis très intéressé et je vous en parlerai de la suite le jour où elle sortira. Et le jour où la campagne Ulule sortira, je vous en parlerai aussi, comme ça vous pourrez y participer et faire fructifier la campagne. D'ailleurs, Kamiti a une autre campagne en ce moment sur, de science-fiction, je crois. Oui, c'est un truc de science-fiction, mais je sais plus de quoi ça parle. Allez, passons encore de science-fiction. Tiens, Noctera, le tome 2. J'avais parlé du tome 1 déjà auparavant. Donc c'est la suite du tome 1 dont j'avais parlé en juillet, pardon. Donc Noctera, c'est un monde où la lumière du soleil a disparu. Il n'y a plus de soleil. Un petit peu comme les âges perdus. Tout est lié. Tout est lié. Et du coup, toutes les personnes qui vivent dans l'obscurité ont tendance à muter. Enfin, toutes les choses qui vivent dans l'obscurité mutent. Les végétaux, ça va à peu près, mais surtout les animaux qui deviennent assez féroces. Et les humains, bah, ils essayent de survivre à la lumière et soit dans des villes avec plein de lumière, et pour aller de ville en ville, bah, ils ont des camions éclairés, il y a encore des voitures, camions, et ça fait un truc à la Mad Max, mais un Mad Max nocturne, et avec beaucoup de forêts. Donc pour cette histoire-là de ce tome 2, on a le convoi qui est mené par la jeune femme qu'on avait découvert dans le tome 1, Sunlight, qui poursuit sa quête avec du coup ses amis pour faire revenir la lumière sur le monde. Et pour ça, bah, ils vont peut-être avoir besoin d'aide de leur meilleur ennemi, Black Top Bill, qui est au centre de l'histoire et c'est un type, c'est un type super. Non, qui est pas un type super, mais je trouve qu'il a un super charisme et c'est un type génial. Par rapport au charisme qu'il incarne pas forcément dans ce qu'il fait. Au niveau bah, des personnes qui ont travaillé sur cet album, hein, j'en avais parlé du coup en juillet, on a Scott Snyder, donc Scott Snyder fait beaucoup de Batman, parce que c'est surtout du Batman, et Tony Daniel, bah c'est surtout du Batman. Voilà. Non, après Scott Snyder, il avait fait aussi American Vampire, qui avait eu un Eisner Award de mémoire. Donc voilà, et on passe aux images. Et bah, c'est complètement dans la continuité du tome 1. Voilà. Ici, on enlève peut-être un petit peu l'aspect psychologique qu'il y avait pu avoir dans le 1, qui était déjà quand même très très léger, hein, puisque c'était la Sunlight qui voulait soigner son frère, donc il partait quand même en voyage pour ça, et puis le voyage s'est transformé en on va rallumer la lumière, ce qu'ils veulent toujours faire dans ce tome 2. D'ailleurs, là, sur la case du milieu, vous pouvez voir Black Top Bill. Je vous l'ai mis sur mon sourire comme ça. J'adore. Je dois avoir une autre case aussi que je peux vous montrer. Tac tac. Si je la trouve rapidos. Forcément, je la trouve pas rapidos, hein, c'est toujours pareil. Hein. Non, je l'ai pas comme ça. Ah, dommage. Parce qu'il y a une page aussi où il est. Ah, si, voilà, cette page-là, je la trouve bien. Encore que là, il est habillé. Quand il est tout en noir, il a une certaine classe. Mais c'est un enfoiré. Oh, je prends de côté, à force de parler. Euh, Donc voilà, on n'a plus d'aspect psychologique. L'histoire, elle se déroule, bah, on suit surtout beaucoup de camions, hein, donc bah, elle est en pilote automatique, l'histoire, elle va vraiment jusqu'à la fin, elle se déroule, jusqu'à la conclusion, mais c'est vraiment une histoire assez emballante. Hein. Enfin, regardez-moi les têtes des personnages, quoi. Le mec, il a une poulpe sur la tête, l'autre, il a une main brûlée sur le visage. Personnage complètement barré. Antagonie, du coup, Black Top Bill, il a un charisme dingue, alors que c'est vrai que c'est un gros enfoiré, on peut pas s'identifier à lui. Hein, et on a dedans, dans ce tome 2, on a une origin story de ce personnage-là. Oui, c'est un gros enfoiré, il n'y a pas à dire. On peut pas le. Non, bah, il n'a pas de circonstances atténuantes, mais c'est un méchant. Là, il n'est pas traité en tant que gentil comme comme en tant que personnage principal. On suit quand même plutôt Sunlight. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ça, je suis déjà dans le prochain. Euh, Vu qu'on avance quand même très vite, ça va vraiment très vite, on n'a pas le temps de trop s'intéresser à tous ces personnages secondaires. Là, par exemple, sur l'image précédente, on voyait d'autres personnages habillés tout en noir, qui s'appellent les Nocturnes. On s'intéresse pas à eux. À un moment, on rencontre d'autres personnages dans un complexe. On s'intéresse pas à eux. Ça va vraiment trop vite. Ça va vraiment. Bah, l'histoire se déroule, se déroule.
Maintenant, je dis beaucoup maintenant. Euh, le titre de l'arc s'appelle Pied au plancher, Pédale to the Metal en VO. Donc ça peut finalement, c'est raccord d'aller très très vite du début à la fin, parce que bah, c'était le nom de l'arc, voilà. Donc sinon finalement c'est assez logique hein, qu'on aille à 200 à l'heure. Tu n'as pas de japonais sur Uber Eats, faut que tu trouves un plan B. Ah, bah... pizza. J'ai pas de Tortue Ninja pour aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai jamais de Tortue Ninja, sauf que là, il y a un petit Tortue Ninja qui s'appelle The Last Ronin, qui a ce qui paraît très très bien. Oh bah tiens, idée de cadeau de Noël. Merci de m'y faire penser. Tiens, paf, pizza, Tortue Ninja, je parle BD, pouf, ça fait raccord. Comme ça, je pourrais vous en parler en janvier. Allez, passons, allez, plus que 4. Plus 4. Plus que 4. Non, mais non, après je vous abandonne. Euh, on retourne dans les mondes d'Aquilon, cette fois-ci sur les terres d'Aran, avec les nains. Donc, nous sommes dans une cité naine proche des royaumes nécromants. Donc, pour vous situer géographiquement, nous sommes ici, voilà. Et en dessous, ce sont les royaumes. Pardon, on m'entendra pas derrière la BD. Donc en dessous, ce sont les royaumes nécromants, dont nous ne sommes jamais allés dans cette partie du monde. Donc ça, très bien d'avoir d'ailleurs été à cet endroit-là. On a des choses mystérieuses qui se déroulent dans dans ce royaume nécromant, proximité d'une cité naine, et là, on se pose des questions sur ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que ça augure rien de bon. Les auteurs, on a Nicolas Jarry. Nicolas Jarry, c'est le scénariste attitré des nains, hein, à chaque fois je parle des nains, qui est spécialisé dans la fantasy. Non, pardon, qui est récurrent sur le Daquilon. Le spécialisé de la fantasy, c'est Nicolas Demar, donc c'est normal à un moment qu'on le trouve sur les séries de chez Soleil, puisque Soleil, à sa création en tout cas, mais encore beaucoup de cas aujourd'hui, était spécialisé dans la fantasy, hein, c'était le souhait de Brad Jedi. Donc ouais, je vais même pas noter de séries qui sortent du lot pour Nicolas Demar. Alors, ça c'est une double case. Je vais vous la montrer, c'est la première. Voilà, ça vous avez la double case. Je vous la montrer, j'ai galère pour certains albums pour trouver des cases entières. Oui, bah, c'est un album de nains que j'ai quand même plutôt apprécié. Les nains en règle générale, j'apprécie leurs albums, même si je commençais un peu à fatiguer des récits. Surtout des récits avec les vieux. Les vieux, c'est bon, on a compris qu'ils sont vieux et bon, bah, voilà, c'est bon, on sait ce que c'est que la vieillesse. Hein. Et là, bon, du coup, d'ailleurs, c'est des jeunes sur cet album-là. J'avais pas trop accroché le précédent album du Bouclier. Là, j'ai bien apprécié, puisque déjà, les territoires qu'on ne connaissait pas. Les vieux, c'est hyper mystérieux. Je suis d'accord. Donc, il y a tout ce mystère avec une brume, avec des bûchers, ces trucs-là. C'était pas des vieux, mais c'était mystérieux, et j'ai bien apprécié justement comment on fait pour découvrir justement le mystère derrière, comment tout est amené. Le truc que j'ai moins apprécié, c'est le Deus Ex Machina qui arrive pour résoudre tout. J'aurais préféré que ce soit les protagonistes qui le fassent plutôt que Hey, salut. L'histoire se termine. Enfin, on résout tout. Donc c'est un poil, c'est un peu facile, mais encore fallait y penser. Euh, Côté graphique, comme j'en avais parlé dans un volume précédent, je parle très peu des dessins parce que moi, généralement les dessins je les apprécie et puis je connais rien en dessin donc j'aime bien le. euh, voilà, quand je lis une bande dessinée, c'est généralement que les dessins j'aime bien donc pour ça que je l'ai dit. Les dessins des mondes d'Aquilon ressemblent un petit peu tous, mais j'ai trouvé une petite évolution, le jour et la nuit, mais il y avait peut-être quelque chose sur ce nain. Et là, le vieux, il me donne 10. Et c'est quoi cet indice? Bah, je sais pas, il est. C'est aussi rigolo comme autre. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a reparlé au boulot. On a reparlé des jeux du Pays de Galles. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Oui, ici, donc du coup, pour cet album-là, il a le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que c'est un album qui pourrait se lire tout seul, sans avoir besoin de lire les autres albums des nains. Mais il y a des références qui se font à droite à gauche, donc du coup, il faudrait mieux les lire. Euh,
Ça c'est le premier point, et même sur un autre second point que j'ai noté mais que j'ai pas trouvé. Bah non, c'est tout. Si, si, je voulais aussi, parce que voilà, ce qui est bien aussi dans ce volume-là, c'est qu'on a les réponses qui sont dans d'autres tomes. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Je fais ça complètement de travers. Je mets mes notes, elles sont trop denses. Et puis je les regarde beaucoup trop. Donc voilà, c'est un bon album des nains. Donc si vous ne connaissez pas du tout les mondes d'Aquilon, hein, lisez nains. Si c'est les nains dans les mondes d'Aquilon, ce sont les meilleurs albums. Le 1, le 2, c'était vraiment génial. Enfin, c'était vraiment très très bien. Allez hop, passons à un autre comics. Et un méchant avec la personne de Thanos et quête de Thanos. Donc Thanos, je pense que si vous avez vu quelques films du Marvel Cinematic Universe, hein, vous savez qui est Thanos en moins. Je vais vous présenter, donc c'est un méchant de l'univers Marvel. Voilà, je vais le présenter. Euh, donc Thanos, pour pouvoir en fait annihiler la moitié de la population de la galaxie, de l'univers, de tout ce que vous voulez, pour le compte de Maîtresse Mort, hein, personnifiée. On y revient par rapport au monde, aux annales du Disque Monde dont on parlait un petit peu plus tôt. Dans un épisode de What If, c'est un gentil. Là, c'est le protagoniste principal. Donc je peux pas dire gentil ou méchant, protagoniste principal. Donc il veut tuer la moitié de la galaxie pour Maîtresse Mort, parce qu'il est amoureux de Maîtresse Mort depuis qu'il a 7 ans, au moins. Euh, et pour ça, pour pouvoir détruire la moitié de la galaxie, pour que ce soit plus rapide, il lui faut acquérir du pouvoir, plus que le pouvoir que lui a donné Maîtresse Mort. Il lui faut acquérir les pierres d'infinité, les joyaux de l'âme. Donc Jim Starlin, le scénariste, c'est le créateur de Thanos dans les années 70. Il a fait beaucoup de récits qui se passent dans l'espace, hein, beaucoup avec par exemple le surfeur d'argent. Il a modifié justement un peu la trajectoire qu'avaient pris certains personnages comme Anna Warlock ou Captain Marvel. Et donc c'est lui à l'origine de la mort du second Robin chez la distinguée concurrence. C'est comme ça qu'il note, dont il parle de décès là-dedans. J'aime beaucoup les distinguées concurrence, on retrouve les initiales. Et la saga du Gant de l'Infini, hein, donc celle finalement qui a inspiré les films, c'est Jim Starlin aussi. Ron Lim, il a beaucoup travaillé avec Starlin puisqu'il était assez spécialisé dans tout ce qui se passe dans l'espace. Les récits de Space Opera ou qui parle un peu de cosmogonie. Et il a aussi dessiné, comme John Romita Jr., à peu près tous les personnages Marvel existants. Donc c'est un récit, celui qui a existé dans les années 90. Je crois que c'était 91 la publication. Octobre 90 aux États-Unis. Donc, je vous mets les images. Hein, donc, c'est ancré dans son époque, hein, début 90, pour les dessins. On adhère ou on adhère pas. Alors, je suis pareil, je suis mitigé. Il y a des fois j'aime bien, des fois j'aime bon. Là, j'aime bien. Ça va. Ça va. Donc, j'ai ce récit. Je pense que ce récit, sans la saga sans la présentation de Marvel et la saga de l'infini dans le MCU, j'aurais pas lu la quête de Thanos et je pense qu'il serait peut-être pas été dans les rangs de saga. En tout cas, par cette partie de l'histoire de la saga de l'infini, puisque ça, c'est vraiment le prologue, le moment où il va mettre la main sur les pierres. Mais alors, par contre, c'est bien, c'est vraiment bien comme bande dessinée, enfin comme comics. Euh, Maintenant, le personnage, il se contente d'aller de pierre en pierre. Il sait exactement où elles sont, qui les détient, et il va de pierre en pierre pour les récupérer face à d'autres personnes qui sont méchantes aussi. Hein, puisque voilà, tout à l'heure je parlais des méchants, des enfoirés, hein, globalement. Lui, Thanos, finalement, ça peut en être un. Mais vu qu'il il va aller affronter d'autres types qui sont pas non plus très recommandables, ça passe beaucoup mieux qu'un cadre qui va tuer des innocents. Donc on a quand même affaire à un Thanos qui est plus fort, qui est plus intelligent, c'est juste le plus malin. Il arrive toujours à s'en sortir et il est quand même très très fort pour ça. Nanana. Et c'est pour ça, justement, ce côté qui c'est pas le plus fort,
qui rend ce récit finalement un petit peu au-dessus quand même de la moyenne du genre des super-héros. C'est un récit vraiment qui est sympa. Euh, c'est pas indispensable comme le Daredevil dont j'ai parlé plus tôt, mais pour 7 euros, franchement, ça peut valoir le coup de lire si on peut se laisser tenter sans aucun problème. On fera un bon moment. Quelques moments où j'étais un peu perdu entre deux cases, en disant mais qu'est-ce qui se passe là. Bon. Mais c'est un peu du détail. Voilà pour Thanos. Et passons à la suite. Hop. Donc la suite, là les deux prochaines chaînes BD, les deux dernières BD, sont des bandes dessinées que j'ai lues en prépublication, donc je ne les ai pas sous la main, j'ai les mains libres. Donc je vais parler avec les mains, mais comme d'habitude. Euh, pour l'histoire du Betty Bar, on a Merlin qui trouve un mystère dans un bar qui est tenu par Betty, et un tigre aussi, hein. Et donc elle va pousser un petit peu la Belle Brune dans ses retranchements pour pouvoir résoudre ce mystère. Voilà l'histoire principale. L'auteur est Patrick Hitt, qui c'est la première bande dessinée qu'il fait puisque c'est un illustrateur qui est spécialisé dans les pin-up. Ça vous allez très vite vous pouvez le comprendre avec cette cinématique. Avec cette couverture, vous pouvez le comprendre euh, avec les dessins que vous allez voir tout de suite maintenant. Euh, donc c'est une petite histoire sans prétention. Voilà, c'est une rencontre improbable entre une blonde qui ressemble vachement à Marilyn Monroe et une brune qui ressemble vachement à Betty Page, si je dis pas de bêtises. On a un autre personnage qui ressemble étrangement à Leonardo DiCaprio, hein. L'auteur s'est fait plaisir. Euh, on va mettre un petit peu des éléments fantastiques. On va mettre un tigre. Euh, on va mélanger et pouf, le Betty Bar. C'est un conte fantastique, sans prétention, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Ça vend, ça vend ce que ça propose, voilà. C'est pas plus, pas moins, c'est un petit récit sympathique, des beaux dessins, des pin-up. Voilà, pour le Betty Bar. J'ai fait court, hein, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est juste une lecture hein, fantastique. Hop. Et on passe à Durango, la jeunesse. Premier homme que tu tueras. Durango, c'est une série qui a été créée au début des années 80, je crois. Oui, c'est ça. Et là, cette année, cette année en novembre ou dans novembre est sortie la jeunesse, pour raconter la jeunesse de Durango. C'est à la mode de raconter la jeunesse des personnages. Donc pour l'histoire, on a un jeune homme qui échappe à un tireur qui vient d'assassiner trois cow-boys. Et il va se retrouver à travailler avec le propriétaire. Ce jeune homme va se retrouver à travailler avec le plus gros propriétaire terrien de la région, qui est en conflit avec un autre propriétaire terrien, un peu avec les cow-boys. Il va y avoir aussi une histoire entre un petit peu. Il y a les vieux mystérieux, enfin disons qu'il y a les patriarches et les jeunes qui veulent se friter, mais les patriarches font. Oh, la paix c'est quand même bien, hein, parce qu'on s'est déjà frité avant et c'était pas terrible. La paix c'est bien. Les jeunes ne veulent pas. On peut trouver ce genre de choses. Il est de la famille Durandil. Non, Durango n'est pas de la famille de Durandil. Donc au niveau de l'histoire, on a Yves Swolf. C'est un CV aussi qui commence à peser dans le monde de la bande dessinée. En tout cas beaucoup plus que pour Patrick Hitt, dont c'était la seule bande dessinée. Donc début des années 80, il crée le personnage de Durango. Il va faire ensuite une série en parallèle, une série historique d'Empierre. Euh, Et il va faire aussi une série qui était vraiment sympa, je l'avais lu il y a longtemps, qui s'appelle Le Prince de la Nuit, sur les vampires. C'était vraiment bien, j'ai bon souvenir en tout cas de cette bande dessinée, et ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai lu. C'est bon signe quand on s'en souvient en positif. Et au dessin, on a Roman Sursenko, un russe, qui fait sa place en France tout doucement, et il a à peu près participé sur toutes les séries des mondes de Torgal. Euh, sur l'univers en tout cas, des mondes de Torgal. Je vais vous mettre quelques images. Donc, Durango, c'est un personnage que je ne connaissais absolument pas avant la lecture de cette jeunesse. J'ai lu aucun des 18 tomes de la série. Euh, et puis bon, comme je disais, les jeunesses c'est à la mode, hein. On a Torgal, les jeunesses de Torgal, on a aussi les jeunesses de Valérian et de Robin, dont je ne vais pas parler parce que je ne vais pas approcher la ciné.
Et là, j'ai pas eu l'impression qu'il ait fallu lire la série mère pour comprendre cette jeunesse. Voilà, j'ai un personnage que je ne connaissais pas, bon. Et j'apprends à le découvrir. Voilà, c'est une histoire de cow-boy et d'Indiens, avec la rancœur justement de la guerre d'indépendance qui a eu lieu juste avant entre les confédérés et les... Ah merde! Ah bah j'ai oublié contre le conflit entre les confédérés, les confédérés et les autres. Mais les autres, voilà, ce sera les autres. C'est comme les rois mages, hein, on en a deux et c'est l'autre. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, bah, j'en ai parlé juste avant. Euh, le récit, ce tome 1 en tout cas, va parler des différences de point de vue entre les patriarches et les enfants. Les enfants qui veulent de l'action, et les patriarches qui sont calmes, on va discuter d'abord, on va pas s'enflammer. Hein. Don't panique. Hum, bah, du coup, il y a beaucoup de factions. C'est Gaspard, le roi mage, qui monte toujours. Oui, moi je l'ai. Gaspard, Melchior, Balthazar. Oui, je les ai. Ou Lucien, comme dirait Laurent Gérard. Donc ouais, beaucoup de factions. C'est très didactique. Peut-être un peu trop. Ça passe bien, ça passe bien. Ça permet de ne pas perdre le lecteur et du coup on n'est pas du tout perdu. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Ça lance la série. L'histoire ne termine pas du tout, il faudra avoir la suite. Voilà, c'est une nouvelle série sur le personnage, ça le fait très bien, donc c'est plutôt pas mal. Et nous sommes du coup à 1h44 de stream, merci Wisebot. En vrai, ça fait plutôt 1h35 donc que je parle. Il est donc temps de conclure, nous allons, voilà, il y a un gros mois. Le mois de décembre va être aussi balèze, hein, comme vous pouvez voir la pile de qui est celle-là. Voilà, et j'ai encore tout ça à lire. Il va y avoir Noël. Noël, généralement, ça va se remplir. Donc, je pense que le prochain épisode, ça risque d'être découpé en deux. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des séries à me conseiller, comme ce que Chef Maxime a fait avec Solo Leveling, j'espère que c'est bien toi qui m'as dit Solo Leveling. Et si c'est pas Space Rocket, non, c'est bien toi. Euh, n'hésitez pas, hein, j'aime bien découvrir des choses. On m'a conseillé de Cap et de Rock, et de Crow, pardon, qu'il va falloir que je me renseigne aussi là-dessus un peu plus. Donc du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, un bon mois, de bonnes fêtes, et on va se retrouver l'année prochaine, en janvier, pour les bandes dessinées que j'ai lues en décembre. Et il va y en avoir quelques-unes. Donc, à la prochaine. Salut, salut, salut. Et... Piou